Bienvenue dans ce direct cet après-midi sur l'être, plonger dans la profondeur de l'être. Donc je vais avoir des petits coups d'œil à gauche et à droite parce que je suis en live en simultané sur Instagram et sur YouTube pour essayer. Voilà, c'est la première fois. Et puis, comme je suis multitâche, donc je suis en live sur Instagram, en live sur YouTube et j'enregistre en même temps pour diffuser dans le podcast. En fait, ça va faire l'objet d'un podcast qui sera comme d'habitude sur aussi Spotify et Apple. Donc je suis multitâche aujourd'hui. Donc on va parler de l'être. Donc l'être, c'est une notion qui peut au premier abord paraître floue. Et c'est pour ça que je souhaitais faire ce live pour en fait amener cette notion spirituelle d'être-té vers des choses concrètes sur la manière dont on peut appliquer l'être, hein, même si c'est presque un gros mot de dire qu'on peut appliquer l'être, parce que c'est ce qu'on est en essence, mais comment on peut l'intégrer dans notre cheminement pour de plus en plus aller toucher la nature véritable de ce qu'on est. Pas juste parce que ça fait joli, mais parce que on est là pour ça. Hein. Comme j'avais diffusé ça, des fois on croit être un être humain qui essaye de devenir plus spirituel alors qu'on est un être spirituel qui fait l'expérience d'une vie humaine. Et c'est un peu ça l'être-té, c'est en fait se rendre compte tout d'un coup ou progressivement que ce qu'on est véritablement est déjà libre de toutes les identifications qui nous enferment et nous limitent, en tout cas au niveau mental, parce qu'elles, de manière ultime, elles ne nous limitent pas véritablement. Donc aujourd'hui, format libre comme d'habitude, donc que ce soit sur le chat Instagram ou sur le chat YouTube, sentez-vous libre de poser vos questions. Peu importe où vous en êtes, peu importe ce que vous demandez, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de, de questions bêtes ou de questions qui seraient de trop. En fait, parfois on pose une question qui peut servir à quelqu'un qui regardera ça plus tard et c'est hyper important. Alors déjà, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'ai euh, ressenti le besoin de créer un nouveau soin dans mes accompagnements pour... Enfin, c'est pas que j'ai créé, mais c'est venu. Hein. J'ai créé le soin Aurora parce que je trouvais qu'il manquait un accompagnement qui permette de soutenir le chemin spirituel. On peut pas faire le chemin spirituel à la place de quelqu'un, on peut pas lui faire un coup de baguette magique pour lui permettre de trouver la paix intérieure, mais on peut amener des outils, des ouvertures énergétiques, des prises de conscience qui vont venir alimenter ce chemin. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai créé le soin Aurora, enfin en tout cas qu'il a émergé pour cette rentrée. Et ce qui est très important dans le chemin de guérison intérieure, c'est qu'il y a plusieurs étapes. En fait, souvent on commence par ce qu'on appelle le développement personnel. Donc à ce stade-là, il y a une personne, il y a vraiment quelqu'un véritablement qui est en train de se développer. Donc on est encore dans notre personnage et c'est tout à fait ok, c'est ce qu'il y a besoin d'être à ce moment-là. Et puis progressivement, il peut arriver à un moment où on a beaucoup fait de développement personnel, donc on a donné beaucoup de sens à ce qu'on ressent, à notre histoire, à nos souffrances, ce qui a permis de comprendre des choses, peut-être de s'apaiser un peu, mais pour autant on n'a pas l'impression d'être arrivé au bout. Ça c'est normal parce qu'en fait on a créé beaucoup de concepts autour de ce qu'on ressent, autour de notre vécu, et du coup ça a comme cristallisé une certaine histoire et parfois même renforcé notre identification à l'histoire qui a été vécue. Donc on n'en est toujours pas libre. Ensuite, l'étape qu'on peut identifier, c'est qu'une fois qu'on a bien conceptualisé tout ce qu'on a vécu, qu'on s'est associé à notre histoire, il arrive un moment où on a envie de s'en libérer. Donc souvent on dit, il va falloir la faire descendre dans le cœur, il va falloir la faire descendre dans le corps, la ressentir. Comme si on enlevait le barrage d'une rivière pour enfin laisser partir la partie mentalisée de notre souffrance et en faire quelque chose qui circule véritablement énergétique. Et puis après, il va arriver un moment, un élan, qui est plus profond. On n'est plus dans le développement personnel, on est vraiment dans le développement plus spirituel, où on a envie, on a une sorte d'élan de liberté intérieure. Et dans ces moments-là, on va commencer à se questionner sur ce qui est véritablement nous.
quel est véritablement ce jeu auquel je m'identifie, qui semble souffrir, dont je ne comprends pas tout, et aussi dans lequel je me sens à l'étroit. Il peut y avoir plusieurs formes de façons de se sentir à l'étroit. On peut se sentir à l'étroit dans le corps, on peut se sentir à l'étroit dans notre mental, dans nos idées qui nous limitent, dans notre potentiel, dans aussi l'impression qu'on a vu une toute petite partie de la vie, qu'on comprend une toute petite partie de l'univers, mais qu'on est loin d'en avoir compris la globalité. Et ça peut créer à la fois une frustration, mais à la fois aussi une sorte de soif d'aller voir plus loin, ce qui est intéressant. Et effectivement, là peut commencer un mouvement où on va se nourrir beaucoup, on va lire beaucoup de choses, écouter beaucoup de personnes, parler de spiritualité, de l'être, de l'éveil, de la non-dualité. Ça va venir nourrir toutes sortes de réflexions, ce qui est super parce que ça va nourrir le mental, et pas que lui, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de percevoir les choses, etc. Et dans ces moments-là, ce qui au tout début était, comme on disait, du développement personnel, c'est-à-dire qu'il y avait une véritable personne qui était là, tout d'un coup on se rend compte que on est tous des personnes. Je suis une personne, on entend le mot personne, c'est-à-dire je ne suis personne. C'est-à-dire tout d'un coup on va se mettre à chercher, mais qui suis-je? Qui suis-je, ok? Qui suis-je, c'est qui est ce je? C'est-à-dire quelles sont les caractéristiques, les images, l'histoire, les attributions, les identifications que je vis à travers ce jeu. Tout d'un coup, on remet en question, c'est-à-dire tout d'un coup, on peut comprendre et investiguer, et on peut le faire ensemble aujourd'hui. Peut-être que je ne suis pas mon corps. Peut-être que je ne suis pas mes émotions. Je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas mes croyances. Je ne suis pas mon histoire. Je ne suis pas mon prénom. Et on peut même aller plus loin. On peut se dire, ok, si tout d'un coup je changeais totalement de nom, qui je serais? Si je changeais totalement de visage, qui suis-je? Quand je dors, quand je suis en sommeil profond, est-ce que j'existe toujours? Quand je sortirais de ce corps, qu'est-ce que je serais du coup? Par quoi je me définirais si j'ai plus le corps pour me raccrocher à mon identité? Si j'oubliais mon histoire, si tout d'un coup j'étais amnésique, est-ce que pour autant je cesserais d'exister? Et faire toutes ces investigations petit à petit pour en fait se rendre compte que ces choses auxquelles on s'identifie très fort, qui des fois peuvent faire se renforcer le sentiment d'être limité, d'être petit, d'être perdu, d'être souffrant, en fait, s'imaginer ne plus exister à travers ces choses-là, corps, mental, esprit, histoire, etc., les voir disparaître et se rendre compte, j'existe toujours. J'existe toujours dans le sommeil profond, on existe toujours quand on sort du corps, on existe toujours quand on fait une EMI, parce qu'il y a une conscience qui demeure ici, qui continue à être consciente, qui continue à soutenir l'être-té. Et c'est pas enfermé dans un jeu. C'est-à-dire cette être-té, elle continue d'être, même libérée de l'étiquette jeu, de l'étiquette du prénom, de l'étiquette de l'histoire qu'on se raconte. Toutes ces choses en fait qui se déploient au niveau mental, qui sont un ensemble d'idées, de concepts purement humains, qui se sont superposés sur l'idée de soi. Et la quête spirituelle, c'est vraiment ça, plonger dans la profondeur de l'être. C'est pas mettre une nouvelle étiquette plus spirituelle sur le jeu qu'on croit être, mais c'est au contraire déconstruire le jeu. Toute évolution, en réalité, n'est pas un développement, parce que c'est vrai qu'on dit développement personnel, développement spirituel, mais c'est plutôt un dépouillement. Le dépouillement de soi, le dépouillement de ce qu'on a cru être, le dépouillement des limites auxquelles on croit être soumis, etc. Et ça passe par une investigation qui au début est mentale. Et puis après, il peut émerger un moment où on n'a plus du tout envie de passer par le mental. Ça va même peut-être nous épuiser parce qu'on a enchaîné toutes sortes de concepts, on a fait des conférences, des formations, des satsangs, on a écouté toutes sortes de personnes parler de l'être-té, vanter ses mérites, toutes les voies possibles pour y arriver, toutes les voies spirituelles, etc. Mais pour autant, c'est pas encore descendu dans la sphère de l'expérience. Et il est vrai que cette expérience, elle va pouvoir intervenir à un moment
On va accepter de ne plus vouloir mentaliser l'être-té. Parce que c'est comme si on demandait au mental de participer à sa propre déchéance. Le mental, en fait, il permet de comprendre le monde qui nous entoure dans cette pièce de théâtre qui est là, mais il ne peut pas se résoudre lui-même. On ne peut pas, par une idée, faire taire le mental. On ne peut pas alimenter le mental pour en sortir. Il va falloir tout de suite en sortir par le détachement vis-à-vis des pensées. C'est pour ça qu'on conseille souvent, en séance, arrête de croire à tes pensées. Arrête de croire à l'histoire qu'elles te racontent, au scénario qu'elles sont en train d'infuser en toi, qui renforce une image cristallisée de ce que tu serais, alors que ce que tu es est totalement libre. Et je lisais à nouveau ça tout à l'heure, le mieux c'est de ne rien mettre derrière je suis. Dès qu'on met un mot derrière je suis, on s'enferme dans un potentiel et on exclut tous les autres. Donc on est enfermé. On est enfermé dans ce qui est possible pour soi, mais surtout on est enfermé dans une image qui se limite le plus souvent au corps, à cette identité-là, maintenant, et ses crispations intérieures. Donc plonger dans la profondeur de l'être, c'est disparaître. C'est pas disparaître en tant que conscience, parce que la conscience ne peut pas cesser. Elle est infinie, elle est sans début ni fin. Mais c'est disparaître dans tout ce qu'on croyait être, tout ce qu'on croyait devoir être, tout ce qu'on croyait devoir faire, tout ce qu'on croyait être fixe aussi, dans notre identité, dans notre expérience du monde, tout ce qu'on croyait immuable ou faire partie d'une personnalité très solide. Tout d'un coup, ces choses, on peut oser les invalider. Ça ne demande pas forcément du courage, ça peut arriver de deux façons, soit par une sorte de curiosité à aller découvrir ce qu'on sent déjà latent à l'intérieur de manière intuitive, soit parce qu'on a déjà écumé tout ce qu'on croyait être et que c'est pas du tout propice à la paix de notre esprit. Parfois c'est par une sorte d'allergie à ce jeu, par une sorte de ras-le-bol vis-à-vis de ce jeu qu'on essaye de maintenir, qu'on a envie de lâcher parce qu'il est source de souffrance. Parce que c'est effectivement extrêmement dur d'essayer d'être une personne, d'essayer de jouer le jeu de cette personne et de prendre ça au sérieux. Et comme je partageais hier dans une courte vidéo sur Instagram, c'est beaucoup plus simple de voir tout ça comme une pièce de théâtre, où on se voit être un personnage, on se voit avoir ce corps, avoir ce prénom, jouer ça, ressentir ça, avoir telle difficulté. On va le faire à fond parce qu'on va incarner le personnage au maximum de nos capacités, on va le ressentir à fond, l'incarner à fond, mais pour autant on ne va pas y croire. On sait qu'on est en train d'être sur scène, on sait qu'on est en train de jouer ce personnage, on sait qu'on est en train d'essayer de faire croire que ce personnage existe et que le public y croit aussi lui. On participe au jeu, là, on est tous là pour assister à cette pièce et on le sait, mais on sait très bien que ce personnage qu'on est en train d'incarner, il est faux, que quand on va quitter la scène, quitter cette vie, on le verra que c'était un personnage, que c'était un costume de chair, un costume mental, en carton-pâte. Et qu'il était là, oui, il a été vécu, ressenti, mais pendant tout le temps où il était là, ce personnage, il y a un témoin silencieux qui le regardait faire et être. Et pourquoi je parle de ce témoin silencieux, c'est parce que plonger dans la profondeur de l'être, c'est aussi à chaque instant savoir qu'il est là, ce témoin, qu'il y a une part de soi. C'est même pas une part de soi, c'est vraiment l'être dans sa globalité la plus éternelle et infinie, qui regarde tout ça. Et que cette cette être-té, elle est déjà libre de ce qu'on croit être un problème. Elle est déjà libre d'une pensée douloureuse. Ce témoin silencieux, il est déjà arrivé, il est déjà au bon endroit, il a déjà atteint sa destination finale, il a déjà la conscience de son omniscience, de son illimitude, de son éternité. Il n'a rien ni à faire, ni à chercher, ni à devenir, ni à combattre. Il laisse la vie se dérouler comme une rivière qui coule. Il n'y a plus un jeu, un ego, un mental qui veulent commenter, retenir les choses, les contester, les combattre, en avoir peur, les rejeter. Il y a faire un avec la rivière, devenir l'eau elle-même,
devenir chaque goutte de cette eau. Et à la fois, chaque goutte, qu'elle soit là ou pas, ne modifie pas la nature de l'eau. C'est un tout, c'est une continuité dans laquelle on n'intervient plus. Parce que ce qui nous crispe, c'est d'intervenir dans les événements, de les retenir, de les commenter, de les contester, de vouloir les mettre à distance, y compris les émotions, puis de vouloir se les accaparer comme faisant partie de notre identité, si ça nous arrange, et puis de croire qu'on doit se défendre, et puis qu'il y a l'autre et soi-même. Aujourd'hui, je pense pas qu'on va aborder la notion de non-dualité, ça peut faire l'objet d'un autre échange, mais il y a ça aussi, c'est de se sentir très séparé du monde, et du coup d'en avoir peur, et d'avoir l'impression qu'on doit s'en protéger, et qu'il ne dit rien de nous, qu'il est juste là pour nous attaquer. En fait, le monde, souvent on l'évoque comme un miroir de soi. Ça peut être une façon de casser la notion de dualité, mais en réalité, c'est pas un miroir de soi, parce que ça viendrait sous-entendre qu'il y a à nouveau dualité. Il y a moi, il y a l'autre, et puis l'autre me tend un miroir. Mais en fait, il n'y a pas d'autre. Tout est un reflet du soi sous sa forme la plus... C'est pas le soi en tant que moi, le petit soi, c'est le soi dans sa forme la plus absolue. Eh bien, il a mille et un reflets qui apparaissent à l'esprit juste ici. Comme si vous étiez un tout à la fois, le cinématographe, l'ampoule, le scénariste, l'acteur, le gars qui s'occupe des lumières. En fait, vous êtes tout, 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 tout. Vous êtes un avec tout ce qui est là, dans ce monde. C'est important, en fait, de casser cette barrière. C'est souvent là que la disparition du corps peut commencer, parce que il n'y a plus ce corps et puis tout ce qui est autour, et comment on s'ajuste avec ce qui est autour. Voir l'arbre, c'est moi, je suis l'arbre. Le ciel est moi, je suis le ciel. Et que s'il n'y avait pas cette conscience que je suis pour le percevoir, il n'existerait pas. Donc c'est que la conscience, elle est partout. Elle est dans ce ciel. Il y a l'œil qui me regarde de ce ciel est le même que cet œil qui est là, qui regarde le ciel. Et en fait, tout se mélange. Au début, ça peut être mental, c'est-à-dire on va créer des concepts pour intégrer cette non-dualité. Et puis petit à petit, ça va devenir une expérience. Dans le quotidien, il y a des moments où la frontière entre soi et l'autre, la frontière entre soi et les événements va se totalement disparaître sans qu'on sache pourquoi. Et ça va nous faire déjà une première expérience de l'unité. Et puis il y a aussi le recul avec les pensées qui va s'établir. Je sais ce qu'il y a un silence. Et en fait, cette capacité à prendre les pensées pour ce qu'elles sont, un bruit qui traverse, un concept qui essaye de se poser sur une chose, qui n'est ni vrai ni faux, qui a à la fois un fondement et n'en a pas, auquel on peut donner de l'attention ou pas, mais ça ne changera rien à ce qu'on est fondamentalement, et ça ne changera rien au fait que la vie se déroule, la vie a lieu, et à nouveau revenir à ça, je suis, je suis. Et cette paix qui émane de je suis, cette paix qui émane de il n'y a pas de commentaire à émettre sur je suis. Puis petit à petit, le jeu aussi peut s'en aller. Une fois qu'il passe la porte, tout est ce qui est. Et encore, c'est des mots. Là, tout ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est encore par des mots. Donc, on est obligé au début de passer par des concepts, de mettre des mots sur cette être-té pour que le mental s'assouplisse, que ce qu'on a accumulé depuis longtemps comme croyance sur ce qu'est l'existence, sur ce qu'est l'être, sur ce qu'on est, de vie en vie, tout ce qu'on a accumulé puisse s'assouplir, devenir flexible, être remis en question. Et que tout en nous puisse accepter de suivre ce mouvement de remise en question, de déconstruction, de déprogrammation. Et ça peut passer par le fait de nourrir beaucoup le mental, notamment en écoutant beaucoup de choses, nourrir le mental de concepts autour de l'être, autour de l'éveil, autour... Il faut se dire que toutes les voies sont bonnes, parce que des fois on va vouloir mentalement exclure certaines voies, se dire ah ben, j'ai lu ça ou j'ai fait ça mais ça n'a pas marché. Non, tout contribue. C'est comme des multiples... Il faut se dire que tout ce dont on s'imprègne spirituellement, c'est comme des petits fleuves qui vont aller nourrir une plus grande rivière qui elle-même va aller à l'océan infini qu'on essaye de trouver. Et l'océan infini, en réalité, c'est pas... quand je dis l'océan infini, cette profondeur de l'être, cet état de paix,
c'est pas un lieu qu'on cherche. C'est la nature véritable de ce que nous sommes qui va émerger de dessous les voiles des illusions que nous avons accumulées. Donc c'est pas vraiment une quête, c'est pas vraiment un voyage, il n'y a pas de point A, pas de point B, pas de trajet à effectuer. Il y a quelque chose d'immobile à l'intérieur qui a déjà la réponse, et c'est pour ça que la recherche commence à un moment donné. Pas parce que tout d'un coup on rêve de chercher, mais parce que plus la clarté se met en place, plus tout ce qui n'est pas en résonance avec notre nature véritable se révèle. Donc certaines émotions négatives se révèlent, la colère se révèle, les vues erronées sur ce que nous sommes se révèlent, parce que petit à petit, tout ce qui n'est pas nous va vouloir partir, va inévitablement partir, parce que la lumière fondamentale de ce que nous sommes va prendre toute la place jusqu'à exploser, jusqu'à exploser, jusqu'à exploser, jusqu'à ne laisser place qu'à la vérité fondamentale de ce que nous sommes, c'est-à-dire un silence. Et pour l'instant, ça peut paraître abstrait ou sympa de se dire qu'il y a un truc paisible à trouver dans notre recherche spirituelle. Et ça, c'est le jeu qui va se dire ça. Ah, sympa, je vais chercher, je vais trouver, je vais méditer, je vais faire mes pratiques. C'est très bien. Le jeu, il va jouer le jeu de sa propre disparition. Mais c'est super parce que plus ce jeu a lieu, plus la paix peut récupérer ces terres. Moi, c'est l'image que ça me donne. C'est la paix fondamentale de ce que nous sommes qui reprend possession des lieux. Elle a toujours été là en fond, mais elle devient manifeste. Comme une évidence et comme une méditation constante qui est là et dans laquelle on ne ressent plus le besoin, dans laquelle le petit jeu ne ressent plus le besoin d'intervenir. Et ça peut passer par le faire, des pratiques, des méditations, des investigations dans le quotidien, analyser clairement ce que sont véritablement les choses, voir qu'elles ne nous apparaissent pas telles qu'elles sont, mais telles qu'on décide de les voir, ou telles que nos prismes les établissent. Et puis déconstruire, déconstruire, déconstruire. Chercher dans notre corps notre jeu. Si je devais pointer mon jeu dans mon corps, où est-ce que je le trouve? Alors là, je suis en train de pointer mon épaule. Si j'ouvrais mon épaule, si je faisais une dissection, il n'y aurait pas de jeu. Si je prends une cellule de mon épaule, je tomberais sur un atome, puis un atome, puis un atome. La physique quantique confirmerait qu'il n'y a pas de jeu dans mon épaule. Pareil dans un objet, j'ai une bouteille d'eau. Dans cette bouteille d'eau, il y a quoi? Où est-ce que je peux trouver la bouteille? Est-ce que c'est là? Non, ça c'est une cellule de plastique, un atome de plastique. Si je creuse, pareil, je tombe dans un vide. Et en fait, le vide est le support du plein. La profondeur de l'être mène à l'espace de clarté lumineuse, duquel tout naît et auquel tout reviendra. Et au final, c'est pas forcément important de le savoir, de le comprendre, d'y adhérer, de le vouloir. Tout ça, c'est pas important parce que ce qui de toute façon est notre nature se révélera toujours d'une manière ou d'une autre. C'est comme dans la vie quotidienne, quand quelque chose n'est pas aligné, quand quelque chose manque d'amour, ça va gratter, jusqu'à ce que ça soit évacué, soit à l'intérieur de nous, soit autour, bien que ce soit la même chose. Et c'est pareil dans ce que nous sommes et dans nos perceptions du monde et de nous-mêmes. Notre individualité, elle va tomber. Notre ego, il va être amené à tomber. Les projections qu'on a effectuées sur le monde, elles sont vouées à tomber. Tout va tomber, qu'on le décide ou pas, qu'on y adhère ou pas, qu'on joue le jeu ou pas. Il y a des moments où ces choses-là, elles sont appelées à tomber parce qu'il n'y a pas eu assez d'amour et l'amour veut reprendre sa place parce que l'amour, c'est ce qu'on est.
Et donc il y a des choses qui vont finir se transformer, des prises de conscience, surtout du lâcher-prise. Tout ce à quoi on s'est agrippé en pensant avoir notre mot à dire dans la vie, nous glisse entre les doigts comme de l'eau. Si on voulait retenir de l'eau dans nos doigts, il n'y a pas, on ne peut pas. C'est un peu ça la vie. Et des fois, on est confronté à des situations qui sont projetées par notre propre conscience, la conscience une, qui nous montre que non, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'intervention possible dans ce qui est. Ce qui fait mal, c'est la croyance qu'on peut intervenir dans les événements de la vie, les choisir, les agripper, les saisir à pleine main, contrôler. Et quand on se rend compte qu'on ne peut pas, on souffre. Et ce qui nous fait souffrir, c'est la croyance préexistante qu'on avait la moindre décision, la moindre notre mot à dire dans la manière dont la vie s'écoule. Laisser tout être. Ne pas le commenter. C'est ça la profondeur de l'être. C'est comme une sensation de... C'est la sensation qu'on peut avoir quand on plonge très profondément dans l'eau. C'est pour ça qu'on dit plonger, c'est vrai. Il y a un silence qui s'instaure. Une humilité parce qu'il y a l'immensité, mais on n'en saisit pas les contours. Ça, c'est l'être. Et même dire l'être, c'est déjà le limiter, l'enfermer dans une boîte qui est déjà trop petite. C'est ça qui est drôle parce qu'en tant qu'humain, comme ici aujourd'hui, on veut parler de quelque chose qui existe avant les mots, avant même la notion de mots, avant le concept de mots. On veut commenter l'être et puis croire qu'on est en train de l'atteindre, etc. Et puis après, on se dit, si j'arrête de chercher, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'existe quand même. Si j'arrête de penser, qu'est-ce qui se passe? La conscience est là. Si j'arrête de respirer, la conscience est là. Si je quitte ce corps, la conscience est là. Si je suis d'accord avec ce qui se passe, la conscience et le calme sont là. Si je suis pas d'accord avec ce qui se passe, la conscience est là. Donc l'être-té est là, et l'être-té, l'être est sous-jacent à chaque instant, même quand il y a de l'agitation, même quand il y a de la peur, même quand il y a des doutes, même quand il y a de la contestation, de la rébellion, du conflit, de l'amour, pas de l'amour. Il y a toujours, toujours, toujours la paix, elle est toujours en fond. C'est le support de tout ce qui arrive. Même dans les plus grands moments d'agitation, il y a toujours déjà la paix, il y a toujours déjà le calme, il y a toujours déjà le silence, il y a toujours déjà l'amour. Et c'est important de s'en souvenir, pas que dans les moments de chaos, y compris dans les moments de paix, parce que c'est les moments où on a accès le plus facilement à l'expérience de cette paix silencieuse. La méditation est un outil. Souvent, on commence à méditer quand on veut déstresser. On se dit que c'est ça qui va nous permettre d'être détendu et c'est ok. Et puis après, on se rend compte que la méditation est un véritable outil de transformation de l'esprit. C'est celui qu'on a entre les mains à un certain moment de notre vie humaine et c'est important de l'utiliser parce que c'est de l'esprit que jaillissent toutes les réalités qui se matérialisent autour de nous. Donc c'est important de transformer notre esprit si on veut que quelque chose se transforme. Et ce qui va se transformer, c'est pas notre réalité matérielle ou nos relations et tout ça. Ça, c'est super aussi. Mais le but ultime, c'est pas ça. Parce que ça reste pas une fois qu'on part. Ce qui va véritablement se transformer, c'est la conscience de la nature véritable de tout ce qui est perçu, y compris ce soi et ce corps. Et donc ne pas tomber dans le panneau quand quelque chose voudrait nous faire croire que tout n'est pas déjà parfait. Et quand on évoque plonger dans la profondeur de l'être, on aurait l'impression qu'on plonge dedans. Comme si là, on allait dedans et on plongeait. Mais moi, ce que ça m'évoque comme image, c'est plus qu'on plonge comme ça, vers dehors, vers l'extérieur, hors de la limite du corps.
hors de la limite de la Terre, des autres, de l'univers, de la galaxie, tous ces concepts en fait, que là je peux pas saisir, qui sont des idées. Et pour moi, plonger dans cette démarche de trouver l'être, de se souvenir, c'est plutôt comme ça. Un mouvement vers l'extérieur, si on prend le repère du corps, défaire les limites comme ça et fusionner avec tout ce qui est. Tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui semble être autour, tout ce qu'on a combattu, tout ce qu'on a haï, tout ce qu'on a ressenti, et tous les contraires, toutes les dualités qu'on a créées. Il y a juste tout. Tout, sans exception, sans limite, sans limite, sans limite, comme une immense étendue de conscience. C'est l'image qui me viendrait si on devait par exemple visualiser ça. Il faut se dire que c'est pas forcément spontané pour l'être. On le voit quand on travaille là-dessus, il y a toujours des moments où le mental il veut se raccrocher, poser des questions, se justifier, prendre le contrôle. Et c'est pas grave, il va intervenir, il va commenter, il va poser des questions, et puis après il va s'agenouiller, faire sa révérence devant le silence et l'immensité de la conscience qui sous-tend tous les phénomènes, y compris le bruit des pensées, y compris le corps. Et un renversement d'échelle aussi, se dire, on croit qu'on habite notre corps, qu'on est dans notre corps au début, voire même qu'on est notre corps, hein, ça peut être le premier truc. Après on se dit, j'ai une âme, donc elle habite dans mon corps. Puis après on se rend compte, le corps apparaît au sein de la conscience. Le corps lui-même est un objet qui apparaît dans la conscience, au même titre que cette bouteille d'eau apparaît dans la conscience, cette table apparaît dans la conscience, ce micro apparaît dans la conscience, ce corps aussi apparaît dans la conscience. Et si je n'avais jamais vu mon visage dans un écran ou dans un miroir, je pourrais ne pas avoir du tout de visage et en fait être la conscience elle-même, immaculée, éternelle, illimitée, qui est en train de contempler un monde qui semble manifeste, mais sur lequel rien n'a besoin d'être pensé, rien n'a besoin d'être conceptualisé ou dit. Le monde est, la vie est, l'être est, tout est ce qui est. C'est une sorte de simplicité qui est déconcertante, mais qui est très belle.